Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut Guillaume. Aujourd'hui, actu en sueur, on va parler Morgan Charrière, on va parler du ONE FC. N'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu, à vous abonner. Road to 100 G's. On y est, on est à fond. Générique. Swear. Donc Morgan Charrière qui revient le 1er octobre prochain, main event du Cage Warrior 128 au York Hall de Londres pour la ceinture intérimaire featherweight face à Paul Hughes. Mais Rust, pourquoi la ceinture intérimaire featherweight? Normalement, il était censé affronter Jordan Vucenic pour la revanche, Morgan, mais il est blessé en fait, Jordan, et du coup, le Graham Boylan et le Cage Warriors a décidé de faire avancer la division, ce sont ses propres mots, en faisant un titre intérimaire entre Morgan et Paul Hughes, qui est lui-même dans le mix en fait. Paul Hughes, sa seule défaite, c'est contre Vucenic. Tiens. Et combat pareil, super disputé, combat qui se finit en split décision. Et voilà, tout simplement, du coup, le Cage Warriors a décidé de faire ce combat-là, quoi. Pour qu'il y ait en plus des enjeux, puisqu'il y a une ceinture, tout ça. Enfin, on connaît, quoi. Et le public est autorisé à venir, tout simplement. Donc là, n'hésitez pas, si vous êtes fan, bien évidemment, de Morgan Charrière, allez le voir à Londres, parce qu'il aura besoin de vous. À quoi peut-on s'attendre avec ce combat à Rust? Ce sera pas facile parce qu'en fait, encore une fois, Paul Hughes, c'est comme Vucenic. En fait, c'est-à-dire que c'est un jeune talent du Royaume-Uni. J'ai pas envie de l'insulter, mais je crois qu'il est anglais, Irlande, tout ça. Mais c'est un jeune, il est extrêmement talentueux, il est très complet. Il est plus agressif que Vucenic, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en fait. Lorsqu'il a commencé à parler de Morgan, il a fait. Bon, déjà, il a dit Morgan, déjà, il est chiant. Donc, il y a un truc que moi, je vais pas lui permettre, c'est d'essayer de gagner du temps en ne faisant rien, etc. Moi, je vais être tout le temps, devant lui, en avançant, etc. Donc, déjà, il annonce la couleur. Mais il est très complet. Il met des KO, il soumet. Il est même dans les phases de transition, il est vraiment bon. Ça fait vraiment partie de cette espèce de nouvelle garde de combattants qui viennent d'Angleterre, d'Irlande, etc. D'ailleurs, il s'entraîne à honte à moi, j'ai pas le nom de son gym en Irlande, mais ça n'est pas SBG, donc ça n'est pas le gym de Conor McGregor très connu. C'en est un autre qui est d'ailleurs Joe McColgan, qui est aussi connu des fans francophones pour avoir fait le combat de l'année avec Mehdi Ben Lagdar. Et donc voilà, on peut s'attendre à un combat qui sera encore une fois technique parce qu'il va tomber face à un mec qui est vraiment chaud et complet et rapide et précis. Et donc ça a peut-être un peu plus d'engagement effectivement parce que je pense que on l'a vu comment dire dans les MMA par exemple tu sais des combats genre Carlos Condit Nick Diaz où on s'attend à un combat de ouf et finalement il y en a un qui choisit d'avoir une stratégie beaucoup plus calculatrice. Mais là, si ça n'est pas ça, ça devrait effectivement être un peu plus un feu d'artifice dans laquelle donc Morgan aura plus d'ouverture. Donc pour la ceinture intérimaire pour Morgan, en cas de victoire, ensuite il y aurait la revanche face à Vucenic, et puis enfin la road to UFC, en tout cas on le souhaite, on croise les doigts, serait complètement Morgan qui irait à ce moment-là à l'UFC, et j'espère en tout cas pour ma part que la revanche face à Vucenic se fera en France. Ah ouais. Ne serait-ce que pour l'ambiance, quoi. Parce que là, si la revanche si Morgan gagne son combat et que la revanche se fait effectivement en France, ça va être complètement fou. On ne présente plus l'armée de Morgan Charrière, mais là, franchement, je sais pas combien il pourrait remplir, mais à mon avis, je pense que 10 000 facile, ce serait complètement fou, quoi. À Paris, ce serait dingue. Surtout que là en plus il pourrait vraiment faire quelque chose en mode la France contre le reste du monde, parce qu'il y a Mehdi qui est aussi dans les starting blocks, Mehdi Ben Lagdar pour le titre lightweight de l'organisation. Pourquoi pas Samir Faidin, s'il venait à signer une nouvelle victoire, il serait de retour aussi dans le mix, donc il pourrait vraiment faire un petit truc, tu vois, France-Angleterre, quoi. Ah ouais, ce serait bon ça. Ça serait très très bon. Donc voilà, en tout cas, si monsieur Graham nous regarde, voilà,
On Il a parle des français, petites idées. Il ne parle pas français. D'accord. Mais bon. Il peut peut-être nous regarder en tout cas. Peut-être, en tout cas. Pas nous comprendre forcément. On avance avec le One FC. Donc, vous connaissez certainement le One FC, organisation leader en Asie, enfin en tout cas qui s'autoproclame comme leader en Asie. En Asie, je pense qu'ils le sont sans aucun problème, mais mondialement, c'est là où en fait ce que dit Chatry est peut-être un peu plus étonnant. Ouais, alors ouais, donc leader en Asie, mais après, tu vois, là aussi, je trouve ça un petit peu bizarre parce que le Rising, quand ils font leur show de fin d'année, quand il y a quand même pas mal de noms, tu vois, même le fait qu'ils aient déjà fait venir Fedor, il y a eu Mayweather aussi, il y a notre cher Kyoji Horiguchi qui est au Rising. Même si là, c'est vrai que les récentes cartes sont un petit peu moins clinquantes, honnêtement, moi, je trouve que sportivement, c'est quand même quelque chose, le Rising aussi. C'est vrai. Après, c'est toujours le souci avec le Rising, c'est justement qu'ils font, je crois, 1 ou 2 shows par an, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile de s'inscrire vraiment dans une démarche. On est les vrais leaders en Asie quand tu fais vraiment que des pochettes surprises 1 ou 2 fois par an. Tandis que c'est vrai, il y a une vraie stratégie pour le One FC de faire des événements très très souvent, avec des vrais championnats, des vraies catégories de poids, etc. Donc oui, Chatry, à la différence de Graham Boylan, donc, qui est le président du Cage World, qui travaille en collaboration avec l'UFC, lui s'établit vraiment comme, il veut établir en tout cas son organisation comme clair contender face à l'UFC au titre de meilleure organisation du monde, et là, il a sorti une petite bombe en disant que oui, sa catégorie lightweight était meilleure que l'UFC. Sachant que là aussi, c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que les lightweight au One FC sont les moins de 77 kilos. Donc, welterweight à l'UFC. Ouais, tout est un peu en trompe-l'œil parce que, effectivement, déjà, il y a le fait que la catégorie, c'est pas les mêmes poids, et les gens qu'affronte Demetrius Johnson, donc en flyweight, donc il parle des lightweight, Chatry, mais c'est pareil un peu pour toutes les catégories, du coup. Quand tu viens de l'UFC ou d'une autre organisation, au One FC, tu ne combats pas avec effectivement les mêmes combattants que tu as l'habitude de combattre normalement, c'est pas les mêmes gabarits. 77 kilos, c'est vrai que c'est un petit peu en trompe-l'œil au NFC, parce que forcément les catégories sont différentes de l'UFC, puisque là, tout est un step supérieur. Donc si vous voulez, Eddie Alvarez qui combattait en 70 kilos à l'UFC est à moins de 77. Au NFC, Demetrius Johnson qui était chez les moins de 57 kilos à l'UFC, désormais chez les bantamweight, mais qui s'appelle flyweight au NFC, dû notamment à leur politique en termes de weight cutting, où là ils ont voulu supprimer tout ça et que les combattants combattent plutôt à leur poids de forme. Tout en gardant aussi à l'esprit qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de données en fait sur les pesées au One FC, donc en fait c'est très opaque si on est honnête. On ne sait pas vraiment en fait à quel poids arrivent tous les combattants. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est super intéressante du One FC de justement vouloir checker le poids, vérifier le poids pendant l'année en fait du combattant pour essayer d'estimer dans quelle catégorie de poids naturel il doit être, etc. Et donc arriver le jour du combat à un certain poids. Mais en fait, tout ça, c'est super opaque, on n'en sait rien en fait. Il y a rien qui sort par rapport à ça. Et ce qui est sûr, c'est que pour Eddie Alvarez, pour Demetrius Johnson, etc., les combats qu'il y a eu au One FC, lors du combat, il y avait vraiment une sensation étrange qu'il tombait contre des rochers en fait. Donc que ce soit parce que le mec était peut-être plus lourd qu'eux, mais vraiment le jour du combat, ou que ce soit pour une autre raison, que les combattants en face étaient vraiment imbougeables, c'est très difficile en fait d'établir une vraie comparaison entre les catégories et le niveau en fait de concurrence même entre les combattants de l'UFC et du One FC, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas avec le One, que de dire Eddie Alvarez quand il vient, et c'est le président qui dit ça, c'est Chatry qui dit ça du One FC, quand Eddie Alvarez arrive, Sage Northcutt, etc., ils arrivent au One FC et ils se font mettre KO directement. Je trouve que c'est vraiment pas juste de sa part de dire ça, quoi. Parce que oui, c'est juste dans le sens, c'est vrai factuellement, mais c'est vraiment, il le sait qu'il y a énormément d'inconnus dans son organisation, de trucs qui sont un peu mystérieux, qui font que, oui, effectivement, il y a des KO, mais en face, t'as des gars, on sait pas vraiment qui c'est, on sait pas trop comment ils arrivent, etc. Donc c'est pas comme l'UFC où tout est contrôlé, il y a des métriques pour absolument tout, le poids, Je te rejoins complètement, surtout que même au niveau hype
par rapport à l'organisation, il aurait eu tout intérêt à ce que ces combattants s'imposent. Parce que quand il y a Demetrius Johnson qui arrive, qui challenge après avoir remporté justement le tournoi de l'organisation et qui challenge le champion, quand il y a Eddie Alvarez qui participe au tournoi de l'organisation, quand il y a Seydou Scott qui affronte Cosmo Alexandre. Exactement, à chaque fois l'objectif quand même aussi du ONE FC, même si bien évidemment il faut que leurs combattants brillent, mais c'est surtout que les nouvelles signatures leur permettent d'entrer, de pénétrer le marché américain et puis surtout d'avoir, on va dire, une notoriété à l'international, tu vois. Mais moi ce que je trouve un peu dangereux en fait, de toute façon c'est un professionnel, hein, il sait ce qu'il fait, Chatry, mais ce que je trouve moi personnellement un petit peu dangereux c'est de le dire en fait. Parce que oui, c'est même nous en tant que youtubeurs, on le dit depuis le début, comment dire, l'objectif pour le ONE FC, c'est de démontrer qu'ils sont à la hauteur de l'UFC, etc. Et donc, le seul moyen de le faire, c'est tu prends des stars qui viennent de l'UFC et t'essaies de les démonter, en fait. Mais le truc, c'est que tout le monde le sait, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, c'est-à-dire que jamais, à mon sens, hein, mais jamais en tant que président, tu dois dire... Et en plus, vous avez vu, la raison pour laquelle, c'est qu'en gros, on fait venir des mecs de l'UFC, ils perdent tous par KO. Si je suis un mec de l'UFC, j'entends ça... Ou si t'es Eddie Alvarez. Ou si t'es Eddie Alvarez, tu te dis, ok, le manque de considération, je sais pas, ça fait bizarre de se faire traiter de cette manière. Et puis surtout, si t'es un mec de l'UFC, là, clairement, en fait, tu sais que c'est un traquenard, en fait. C'est pas en mode tu vas combattre au ONE FC, c'est tu vas aller au ONE FC, on te fait venir au ONE FC pour te démonter, en fait. Mais dans l'objectif d'eux, c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas neutre, quoi. C'est pas tu viens dans l'organisation, on va voir ce que ça va donner, alors qu'est-ce que ça. C'est tu viens et on va tout faire pour t'exploser, en fait. C'est pas la même mentalité du coup, et maintenant que c'est dit avec des mots, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, ça a été dit de la manière la plus franche possible par Chatry. Je trouve qu'au niveau com, je trouve que ça la fout mal, quoi. Ouais, c'est assez bizarre, vraiment, qu'il fasse ça. Et surtout, on a vu cette impression un petit peu de traquenard, notamment, moi, c'était vraiment pour Seydou Scott. Combat en kickboxing face à Cosmo Alexandre. Bon. Bah oui, non, c'était... Mais en fait, tu fais pas plus traquenard que ça, quoi. C'est-à-dire que oui, Seydou Scott, il avait un background en karaté, et l'UFC l'avait très bien vendu, il faisait ça depuis qu'il était tout petit, c'est le striking, il est jeune, c'est un phénomène, etc. Mais Cosmo Alexandre, c'est donc un kickboxer de métier. C'est un mec qui est ultra solide. Il a combattu Nicky Holzken aussi, hein, genre dans la même échelle de temps. C'était pire qu'un traquenard, quoi. Pour Seydou Scott, c'est limite. Ouais, non, je vais pas prononcer les mots, c'est criminel parce qu'il faut pas abuser. Mais c'est très très orienté, quoi, comme matchmaking. C'est pas genre on fait une opposition graduelle pour voir ce que ça vaut, machin, c'est on va essayer de te buter, quoi. Wow, ouais, hot take, hot take de host, mais ouais. Hot take, mais les résultats sont là, en fait. C'est-à-dire que après il s'est fait fracturer le visage à de multiples endroits. Ouais. Mais et pour les Eddie Alvarez et Demetrius Johnson, bien évidemment, c'est différent dans le sens où c'était dans le cadre d'un tournoi, mais ce qui a vraiment frappé, c'est qu'on n'avait pas l'impression, en tout cas pour ma part, Demetrius Johnson c'était face au champion, donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que pour Eddie Alvarez, il avait vraiment de grandes difficultés face à des combattants qui, sur le papier, n'étaient pas censés le mettre autant dans le dur. Bah ouais, et en fait c'est pour ça, c'est qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs même Demetrius. Ouais. Ah ouais, parce que même s'il a gagné. Il a galéré, il a gagné, mais il a galéré de ouf, quoi. Et il a galéré effectivement face à des gens qui normalement n'avait pas son pédigré, et il y avait une sensation, en fait, que ce soit pour, par exemple, Natsukin pour Eddie Alvarez, ou les combattants qu'a affronté Demetrius Johnson, tu te dis, bon, bah, l'UFC, c'est clairement le haut du panier, mais là, au niveau athlétique, au niveau puissance, au niveau rapidité, et les mecs sont bons, hein, c'est clair, au One, mais il y a cette dimension physique qui est incompréhensible, en fait, au NFC. Quand tu vois que, grosso modo, ils sont obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de ne pas se faire dépasser, Demetrius Johnson, Eddie Alvarez, etc., par des mecs qui ne s'arrêtent pas, qui t'as l'impression qu'ils encaissent des droites, des marteaux-pilons comme des Skittles, ça n'a pas de sens, en fait. Et tu te dis, ouais, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Donc bon, affaire à suivre, en tout cas pour le ONE FC, qui, certes,
on est un petit peu dur avec eux, mais qui ont fait certaines signatures qui sont assez intéressantes. Ah, ils font plein de trucs trop bien. Et qui mettent en place des cartes aussi qui sont vraiment, c'est bien moins, on va dire, mainstream que l'UFC, mais en tout cas, pour le coup, ils essayent vraiment de construire des cartes où il n'y a pas que le main et co-main event. Non, absolument. En fait, c'est vrai, on est dur avec le ONE FC et oui, j'ai utilisé le mot criminel, j'aurais pas dû, c'était complètement abusé. Terroriste. Donc non, ça c'était abusé de ma part. Et c'est vrai, ils font des trucs incroyables. Et franchement, de mixer le kickboxing en allant chercher les gars, justement comme Nicky Hulsken, du Muay Thai, ils font des trucs géniaux avec des noms incroyables qui ça fait du super spectacle. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais effectivement, c'est simplement que c'est pas qu'on est remonté, mais c'est que le fait de dire des choses comme ça, je trouve, voilà, et toi aussi visiblement, c'est quand même c'est un peu fort de café, quoi. Exactement, surtout avec des mecs comme Eddie Alvarez, Dimitri Johnson et Seljor Scott qui sont, tu vois, c'est loin d'être des bad guys. On l'a suivi toute leur carrière, un mec comme Dimitri Johnson, hormis. Si vous êtes fan de ses adversaires, on ne peut lui souhaiter que le meilleur. Et donc dire, regardez, le mec se fait mettre KO. Bon. Ouais. Respecte un peu Dimitri Johnson, et surtout quand on regarde tous les posts du NFC, c'est à chaque fois le GOAT est de retour, donc bon. Ouais, il y a comme une dissonance, quoi. Exactement. Ouais. Bien, donc voilà, c'est tout pour cet épisode, mon cher Russ. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 40% sur tous mes protéines. Avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Et puis Tsume avec leur magnifique déco. Là, vous avez vu, on a un petit peu step up à ce niveau-là. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. See ya. Yeah.